Bonjour à tous. Alors, lors de la présentation du reporting et des perspectives à la fin du premier trimestre précédent, nous étions revenus bien sûr essentiellement sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui avait accentué plusieurs tendances au cours, mais que surtout, ça avait modifié la perception de la hausse des prix, avec des chiffres d'inflation qui étaient déjà proches de 8% aux États-Unis et 6% en Europe. En termes d'évolution des cours, nous parlions alors de fourchettes de fluctuation. On avait cité le fait que, si on prend l'exemple du CAC 40, on avait un range, une fourchette de fluctuation d'amplitude à peu près de 600 points au-dessus de 6006-6007, et qu'aujourd'hui, ces 6006-6007 serviraient finalement de zone de résistance. Et donc, quand le marché, quelques jours, l'invasion de l'Ukraine c'était le 24 février, donc à la mi-mars, on était revenu tester ces niveaux de 6006-6007, et à ce moment-là, on s'était mis sous-pondéré en termes d'exposition action. Alors on s'était mis sous-pondéré à la mi-mars, parce qu'il y avait déjà également ces questions d'inflation qui revenaient assez fortement, et le débat était autour du comportement des banques centrales et de la politique qu'elles allaient suivre en définitive, et qui n'ont pas cessé de représenter ce point de focalisation pour les investisseurs. Le discours autour de la normalisation de la politique monétaire, il se fait aujourd'hui plus agressif, tant sur le calendrier, mais également sur les futures hausses de taux de la Fed, de par leur ampleur. La Fed donc est passée d'un objectif de neutralité, ce qu'elle disait jusqu'à présent de sa politique, à une orientation résolument restrictive. Alors pendant toute la durée du Covid, elles assistaient pour nous à juste titre sur le fait que la hausse des prix, comme on l'indiquait, c'était un phénomène transitoire, c'était lié au problème d'approvisionnement de la Chine avec la politique de zéro Covid. Mais on voit que là, le discours a évolué, mais c'est un peu normal parce que le point important, c'est que les banques centrales, en quelque sorte, elles sont juges et parties. Elles souhaitaient idéalement un monde avec peu d'inflation et que les ménages, les entreprises, les investisseurs ne l'aperçoivent pas ou modérément pour que les taux d'intérêt réels restent négatifs, le plus négatifs possible pour que les États puissent continuer à se financer dans les meilleures conditions possibles parce qu'elles ont toutes des niveaux de dette budgétaire extrêmement élevés depuis la crise sanitaire. Mais là, on voit bien qu'avec la guerre russo-ukrainienne, ça s'est modifié, parce que l'idée, c'est que quand on touche au prix du pétrole, au prix des matières premières agricoles, c'est le pouvoir d'achat de chacun qui est directement affecté, d'où, logiquement, les demandes de hausse de salaire, et tout ça, ça constitue une boucle inflationniste qui est réellement susceptible de se mettre en place. Et si on regarde de ce côté-ci de l'Atlantique, en Europe, même si on n'a pas la même situation en termes de salaire, on voit que notamment pour combattre le risque d'affaiblissement de l'euro contre le dollar, qui est pourtant en cours, eh bien, la BCE suit la même politique que la Fed en montant agressivement, au moins en déclarant monter agressivement ses taux. Alors avec tout ça, reste à savoir si les risques de récession et surtout le retournement des anticipations d'inflation à moyen terme qui se dessinent n'interrompraient pas le voyage, pour reprendre les termes de Christine Lagarde, dès après les élections américaines qui se situent en novembre prochain. Au global, les marchés enregistrent donc un deuxième trimestre consécutif où les prix des deux grandes classes d'actifs que sont les obligations et les actions ont baissé. Alors pour les actions de 11%, 16% si on prend le MSCI World, et du côté obligataire, 7%, ce qui traduit finalement un phénomène inédit depuis la crise financière qu'on connaissait en 2008. Alors depuis quelques semaines, un petit bémol quand même positif, les marchés surveillent le point d'inflexion de l'inflation, en lien notamment avec la baisse des matières premières agricoles, lié au fait qu'on arrive à trouver quelques solutions du côté des récoltes ukrainiennes, mais surtout du cuivre et de plusieurs métaux résultant des révisions baissières de la croissance économique. Alors tout ceci a conduit notamment à ce que les anticipations d'inflation à moyen terme reculent désormais. Le message des banques centrales, on peut le dire, a donc porté, ce qui signifie pour nous que les hausses de taux qui étaient envisagées en 2023 ne seront mises en pratique que partiellement, voire abandonnées. Ça, c'est l'élément important. Donc tout ceci, ça décide pour nous, par rapport à ce qu'on disait précédemment, le fait qu'on revienne vers un hiver de croissance plus faible, et donc que les valeurs de croissance qui bénéficient finalement et qui sont capables de survivre dans un univers de croissance faible seront à mettre en priorité dans les portefeuilles. Alors on l'a bien compris depuis plusieurs trimestres, c'est l'évolution des taux qui conditionne absolument les arbitrages que nous réalisons entre styles de gestion. Alors depuis la fin de l'année dernière, nous avons même avant la crise ukrainienne, qui avait exacerbé encore davantage la question de l'inflation, opéré une rotation, alors que nous étions traditionnellement croissants, surtout en 2021, vers des thématiques value. Et l'autre point, c'est qu'on avait accentué encore notre sous-sensibilité obligataire. Alors du côté value, du côté européen, nous avions introduit HSBC Euroland Equity, BDL Conviction et Rothschild Erco Conviction, qui étaient trois fonds value
Alors que du côté américain, la même thématique, nous avions allégé une partie des fonds Loomis et Edgewood, deux fonds croissance, en introduisant donc Harris Associates, ABN AMRO et Robeco US Premium Equity. Et parallèlement, sur les taux, nous avions accentué notre sous-exposition en renforçant notamment DNCA Alpha Bond, du fait notamment d'une partie de son exposition sur les obligations indexées à l'inflation qui nous semblait correspondre au schéma qu'on décrivait précédemment. Alors par rapport au scénario là, que nous vous présentions, nous sommes revenus à la neutralité en termes d'exposition, en revenant également sur des thématiques cette fois-ci liées à l'énergie, avec des dossiers croissance qui avaient non seulement plus souffert, mais qui devraient également mieux se comporter, être plus résilients dans un contexte d'activité économique plus faible. Alors là, parmi les fonds à citer, donc sur ces thématiques liées à la transition énergétique, dont l'urgence est encore renforcée suite aux menaces d'approvisionnement nées de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On peut citer un fonds comme Mandarine, et finalement, Mandarine Global Transition, et puis du côté de Vega, un fonds Vega Transformation Responsable, qui nous semble correspondre tous les deux à une thématique intéressante dans le contexte actuel.